conférence débat à l'Université populaire de Bordeaux le 27 octobre 2015 sur le thème suivant: Migrants et réfugiés africains en Europe, par Bernard Comte, économiste, Université de Bordeaux, Laboratoire Les Afriques dans le monde, Sciences Po Bordeaux. Voici le plan. L'intervention se déroulera en 7 points. Tout d'abord, la définition des réfugiés et des migrants. Deuxième point, nous verrons qu'en Europe arrive une majorité de migrants. Dans le troisième point, nous nous intéresserons à la dimension économique de la décision de migrer. Quatrième point, nous verrons que les flux migratoires respectent la loi du marché. Dans un cinquième point, nous ferons référence à l'exemple de la Côte d'Ivoire et qui nous permettra, dans un sixième point, de définir un scénario interdit. Et enfin, le septième point nous permettra de parler des flux migratoires et de la tiers-mondialisation de la planète. Réfugiés ou migrants, quelle est la différence? Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, le HCR, il devient de plus en plus usuel de voir les termes réfugiés et migrants être utilisés de façon interchangeable par les médias et le public. Or, toujours selon le HCR, il existe une différence et elle est importante. Les deux termes ont des significations distinctes et différentes. En les utilisant à tort, on pose des problèmes à ces deux populations. Voici le logo du Haut Commissariat aux réfugiés qui a été créé en 1950 pour répondre à l'afflux des personnes ayant fui les régimes communistes en Europe. Et le mandat que s'est fixé l'agence est de diriger et de coordonner l'action internationale visant à protéger les réfugiés et à résoudre les problèmes de réfugiés dans le monde entier. Tout d'abord, définissons les réfugiés. Toujours selon le HCR, les réfugiés sont des personnes qui fuient des conflits armés ou bien la persécution. Leur situation est souvent si périlleuse et intolérable qu'ils traversent des frontières nationales afin de trouver la sécurité dans des pays voisins et sont par conséquent reconnus internationalement comme des réfugiés ayant accès à l'aide des États, du Haut Commissariat aux réfugiés et d'autres organisations. On les reconnaît, ces réfugiés, précisément parce qu'il est dangereux pour eux de retourner dans leur pays et qu'ils ont besoin d'un refuge ailleurs. Refuser l'asile à ces personnes aurait potentiellement des conséquences mortelles. Voici une photo du camp de Dadaab, camp de réfugiés, situé au nord-est du Kenya et qui est l'un des camps de réfugiés les plus importants au monde. Les migrants maintenant. Selon le HCR, les migrants choisissent de s'en aller, non pas en raison d'une menace directe de persécution ou de mort, mais surtout afin d'améliorer leur vie en trouvant du travail et dans certains cas pour des motifs d'éducation, de regroupement familial ou encore pour d'autres raisons. Quelles sont les conséquences de la distinction entre réfugiés et migrants? Eh bien, pour les gouvernements,
cette distinction est importante. Les pays gèrent les migrants en vertu de leurs propres lois et processus en matière d'immigration. Par contre, pour les réfugiés, c'est différent. Les pays gèrent les réfugiés en vertu des normes sur la protection des réfugiés et de l'asile aux réfugiés, qui sont définies dans les lois nationales et les lois internationales. Les pays ont des responsabilités précises envers les demandeurs d'asile sur leur territoire et à leurs frontières. En Europe, il arrive une majorité de migrants. Le HCR stipule ceci: la situation des réfugiés est souvent si périlleuse et intolérable qu'ils traversent les frontières nationales afin de trouver la sécurité dans des pays voisins. Cela explique la présence de camps provisoires, comme celui de Dadaab, camps provisoires de réfugiés dans les pays voisins, en attendant la normalisation de la situation dans le pays de départ, et éventuellement d'envisager le retour des réfugiés chez eux. Les personnes qui arrivent par vagues déferlantes en Europe pour fuir une situation périlleuse et intolérable traversent des pays dans lesquels leur sécurité n'est plus en danger et où elles peuvent trouver refuge. Si ces personnes poursuivent leur périple, elles ne sont plus des réfugiés au sens du Haut Commissariat aux réfugiés. Elles deviennent tout simplement des migrants économiques. Cette diapositive présente les itinéraires principaux qui conduisent de l'Afrique vers l'Europe, n'est-ce pas? Des itinéraires de flux migratoires. Et donc on voit bien que par exemple à Agadez au Niger on a un nœud, d'où convergent des flux migratoires en provenance d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, et qui ensuite se dirigent vers le Maghreb pour ensuite aller en Europe. Voilà. Donc on voit bien que selon la distinction du Haut Commissariat aux réfugiés entre les réfugiés et les migrants, il s'avère que, prenons l'exemple du Ghana, d'un Ghanéen qui veut se rendre à Malte, eh bien, ce Ghanéen, s'il craint pour sa vie au Ghana, il est réfugié s'il arrive dans le pays voisin, qui est le Togo. Par contre, s'il quitte le Togo pour aller au Bénin, cela veut dire, pour qu'il reste en réfugié, cela veut dire que sa vie est en danger au Togo. Si du Bénin il passe au Nigeria, ça veut dire que sa vie est en danger au Bénin. Si du Nigeria il se rend à Agadez au Niger, ça veut dire que sa vie est en danger au Nigeria. Que ensuite sa vie est en danger au Nigeria, il peut passer en Algérie. Que si d'Algérie où sa vie est menacée, il passe en Tunisie, et ensuite sa vie étant menacée en Tunisie, il se rend à Malte. Et là, c'est un réfugié. Sinon, c'est un migrant. Sur ces deux cartes, vous voyez les itinéraires et flux migratoires entre 2000 et 2013. La carte à gauche présente les flux, les itinéraires et flux migratoires en 2000, sachant que l'épaisseur des traits nous donne l'intensité des flux. Plus les flux sont élevés, plus il y a de réfugiés migrants, et plus les traits sont gras, sont épais.
Qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'évolution entre 2000 et 2013? D'une part, on voit que les flux se sont intensifiés, puisque les traits sont, entre 2000 et 2013, les traits deviennent beaucoup plus épais. On voit bien que la Libye constitue un nœud important de ces flux migratoires vers l'Europe, n'est-ce pas? Et fait notable aussi, différence notable entre 2000 et 2013, on a des flux très importants qui, en 2013, on le voit, partent du Moyen-Orient pour se diriger à travers la Turquie, etc., vers les pays européens. Donc, comme je l'ai dit, si l'on prend le cas du Ghana, le Ghanéen qui quitte son pays pour rejoindre Malte traverse successivement le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Niger, l'Algérie et la Tunisie. S'il revendique en arrivant en Europe le statut de réfugié, cela implique que dans tous les pays qu'il a traversés, sa vie était en danger. Ce qui n'est peut-être pas très très sympa pour les populations des différents pays traversés. Cette carte présente les itinéraires migratoires. Vous savez qu'on parle beaucoup de réfugiés en provenance de Syrie. Donc cette carte présente les itinéraires principaux qui conduisent de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran vers l'Europe. Donc en rouge, vous avez les itinéraires de l'Est de la Méditerranée, qui traversent la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, ou qui passent en Grèce, etc., et qui se dirigent vers les pays européens. Mais il y a aussi un itinéraire qui passe par l'Afrique de l'Est, oui, c'est-à-dire l'Égypte, la Libye, etc., et qui se dirige ensuite en traversant en bout de Méditerranée vers l'Italie, voilà. Dans le cas de la Syrie, les Syriens qui fuient en suivant l'itinéraire, le premier itinéraire que j'ai signalé, traversent différents pays pour venir en France, par exemple. S'ils ne s'arrêtent pas avant, c'est peut-être parce qu'ils sont en danger de mort dans les pays qu'ils traversent, c'est-à-dire la Turquie, la Grèce, la Serbie, la Roumanie. Ou, si ce n'est pas le cas, ou dans le cas contraire, c'est qu'ils deviennent tout simplement des migrants économiques, dont l'objectif tout à fait légitime est d'améliorer leur vie. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que la migration économique est un acte tout à fait rationnel. Eh bien, la théorie économique dominante, la théorie néolibérale, affirme que la principale motivation du comportement humain est la recherche du plaisir et l'évitement de la peine. Elle considère, cette théorie économique, que les comportements humains sont universellement rationnels, totalement égoïstes et parfaitement raisonnables. Les individus, appelés aussi agents, cherchant à maximiser leur bien-être, c'est-à-dire leur utilité ou leur profit, ou à minimiser leur peine, voilà ce que nous dit la théorie économique. D'ailleurs, le Dalai Lama ne dit pas autre chose lorsque il dit « Nous voulons tous le bonheur et nous voulons tous éviter la souffrance ». Et donc, on peut penser que le comportement des migrants répond certainement à des préoccupations similaires. Leur déplacement volontaire
s'opère pour des raisons économiques, politiques, culturelles, dans un souci de mieux vivre accru dans le pays d'accueil. Et donc, nous nous intéresserons ici aux raisons microéconomiques des migrations. Alors, dans ce cadre, la décision de migrer peut résulter d'un calcul économique rationnel, mettant en balance l'espérance de revenus futurs plus conséquents que ceux auxquels peut prétendre le migrant potentiel dans son pays d'origine, ainsi que les coûts liés à la migration. Dans cette logique, eh bien, pour des pays du tiers-monde, ont été construits des modèles économiques explicatifs du phénomène de l'exode rural, c'est-à-dire de la migration vers les villes. Donc, je vous présenterai brièvement l'un de ces modèles, le modèle de Todaro Harris. Ce modèle tente de fournir une explication aux migrations vers les villes dans les pays du tiers-monde, c'est-à-dire une explication à l'exode rural qui s'opère malgré le chômage qui règne en ville. Schématiquement, la décision de migrer apparaît comme la résultante d'un calcul économique, mettant en balance un revenu rural certain, c'est-à-dire un revenu de subsistance, qui est attendu, qui est certain, et un revenu urbain permanent, sous forme de salaire, espéré sur une longue période en fonction de la probabilité de trouver un emploi en ville. La décision de migrer va dépendre du résultat du calcul économique. Elle va dépendre de la valeur actuelle nette, de la différence entre les flux de revenus urbains et ruraux attendus. Et, évidemment, la migration vers la ville s'opère si elle est économiquement rentable. L'accroissement de cette rentabilité de la migration intensifiera l'incitation au départ. À l'opposé, l'exode rural s'arrête lorsque la rentabilité de l'opération migratoire disparaît. Le calcul économique des migrants vers l'Europe. En fait, le modèle de Todaro a le mérite d'éclairer la réalité de l'exode rural dans le tiers-monde. Mais il perd de sa capacité explicative concernant les flux migratoires transnationaux, notamment ceux en direction de l'Europe. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne prend pas en compte certains paramètres majeurs ayant trait d'une part à la situation dans le pays de départ du migrant et d'autre part la situation du pays d'accueil. Alors, quelques mots sur la situation dans les pays de départ qui sont caractérisés par des carences relatives. Tout d'abord, dans les pays de départ, eh bien, le revenu est faible. Par exemple, le PIB par habitant, exprimé en parité de pouvoir d'achat, s'est élevé en 2013 à 604 $ en République centrafricaine, à 655 $ en République démocratique du Congo, à 748 $ au Malawi. En revanche, le PIB par habitant du Luxembourg représentait à la même date 142 fois celui de la Centrafrique, 139 fois celui de la République démocratique du Congo, et pour la France, le PIB par habitant valait 66 fois celui de la Centrafrique et 61 fois celui de la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez, ces carences relatives en matière de revenus. La pauvreté
dans les pays de départ est également très prégnante. Selon la Banque mondiale, le pourcentage de la population disposant de moins de 1,25 $ par jour en parité de pouvoir d'achat était en 2011 de 42,7% dans le monde, de 46,8% en Afrique subsaharienne et de 0,5% en Europe et en Asie centrale. Donc, vous voyez, là aussi, un problème de pauvreté. Le chômage de masse sévit. Malgré le manque de fiabilité des statistiques, il apparaît que le taux de chômage, entre guillemets, officiel, dans certains pays de départ est élevé. En 2013, ce taux était de 31% en Mauritanie, 24,9% en Afrique du Sud, 23,4% en Cisjordanie et Gaza, etc. Il est vrai que, depuis la crise de 2008, le chômage s'est accru dans certains pays du Nord, 27,3% en Grèce, 26,6% en Espagne, mais ce taux reste encore contenu dans notre pays, 10,4% en France et 5,3% en Allemagne. Ce sont les données pour 2013. Les conditions de vie sont aussi difficiles, car, notamment, beaucoup de services publics sont défaillants et payants, ce qui fait qu'une large part de la population n'y a pas accès. Alors, juste quelques éléments concernant les domaines de la santé et de l'éducation-formation. Tout d'abord, l'espérance de vie à la naissance s'élève à 46 ans en Sierra Leone, 50 ans en République démocratique du Congo, 51 ans en Côte d'Ivoire et au Tchad, contre 82 ans en France, Italie, Luxembourg, Suède. Données de 2013. De plus, en Afrique, les infrastructures de santé sont peu nombreuses et souvent en mauvais état. Par exemple, les hôpitaux sont sous-équipés, le matériel est vétuste, les locaux inadaptés au nombre grandissant de malades et le personnel est mal rémunéré. Sur le continent, où les revenus sont faibles et le financement de la santé majoritairement d'origine privée, la collectivité laisse les patients seuls face à leurs besoins. Contrairement à la plupart des pays riches, en Afrique, les patients doivent payer la totalité des coûts, sans qu'aucun système d'assurance ne rembourse leurs frais. Concernant l'éducation-formation maintenant, le taux d'alphabétisation des adultes s'élève à 25,3% en Guinée, 28,7% au Burkina Faso et au Niger, 33,4% au Mali, 39% en Éthiopie. Ce même taux a pour valeur 99% en Italie, 97,7% en Espagne, etc. Donc, on voit que, même en matière d'alphabétisation, il y a un écart énorme entre les pays de départ et les pays d'accueil. Et de plus, il s'avère que en Afrique, les parents doivent payer pour l'enseignement dispensé à leurs enfants. Donc on voit bien que l'écart entre le mieux vivre dans les pays de départ et celui des pays d'arrivée est important et semble représenter une incitation majeure à la migration. Alors parlons maintenant de l'Eldorado entre guillemets de là-bas, qui est souvent peut-être qu'un miroir aux alouettes. Pour profiter pleinement du bien-être dans le pays de destination de la migration, il faut évidemment des revenus. Et revenons au modèle de Todaro, celui-ci considère un niveau de salaire urbain pondéré par la probabilité de trouver un emploi en raison de l'existence d'un volant de chômage.
En ce qui concerne l'Europe et particulièrement la France, cette hypothèse ne tient pas. Pourquoi? Car il n'est pas nécessaire de trouver un emploi pour bénéficier de revenus et de prestations sociales. En France, les immigrés sans papier qui arrivent de là-bas ont des droits ici non liés à l'occupation d'un emploi qui, avec l'entrée progressive dans la légalité, donne lieu à des prestations tant financières qu'en nature croissante, notamment liées à la composition de la famille. Dans le calcul économique du migrant, il faut aussi intégrer les coûts attachés à l'opération migratoire, c'est-à-dire les coûts liés au passage. Et le passage a un coût très souvent élevé selon les lieux de départ, les lieux de destination, les modes de transport, mais dans tous les cas, le coût de la migration représente un multiple élevé du revenu moyen du pays de départ. Par exemple, quelques données. En moyenne, le prix d'une traversée de la Méditerranée pour un clandestin oscille entre 800 et 8000 euros. D'après les informations recueillies par la presse italienne, une place de bateau dans le Blue Sky M aurait coûté aux migrants la somme de 5500 $ par personne. À ces billets, entre guillemets, au prix exorbitant, s'ajoutent parfois de coûteuses options, 170 € pour un gilet de sauvetage et même 250 € pour pouvoir passer un coup de fil via un téléphone satellitaire. Concernant les migrants chinois, par exemple, le voyage pour la France nécessiterait une somme variant entre 12 000 à 18 000 €. Pour l'Angleterre, le coût serait de 22 000 à 30 000 €. On voit bien le caractère important du coût du passage. Alors, deux options. Si le migrant peut financer avec ses propres deniers le coût de la migration, eh bien, ce n'est pas un pauvre fuyant la misère. C'est sûr, c'est évident que c'est peut-être quelqu'un qui est issu de la classe moyenne dans son pays de départ. Dans le cas contraire, l'opération migratoire est financée par l'emprunt, qui doit être remboursé. Comment? Eh bien, par le produit des activités dans le pays d'accueil. Et de plus, le remboursement est généralement fortement garanti contre un éventuel défaut de l'emprunteur. Lors d'une interview, une immigrée nigériane déclarait ceci: « Même les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent partir, car une fois en Europe, tout le monde rembourse. On a donné sa parole, et la famille est garante. » Donc la dette est sécurisée en quelque sorte, et elle constitue un carcan. Le migrant doit impérativement trouver vite des ressources pour rembourser sa dette. Ces ressources, d'où peuvent-elles provenir? Eh bien, ces ressources peuvent provenir des revenus du travail. Et ce travail sera généralement non déclaré pour les sans-papiers. Ces ressources peuvent provenir des prestations sociales de l'État-providence du pays d'accueil. Vous avez une synthèse de ces possibilités parue dans le journal L'Humanité du 3 octobre 2015 sous le titre « L'accès aux aides sociales en quelques clics ». Et les ressources peuvent également provenir d'activités plus illicites, disons. Les revenus du travail. Donc, certains migrants occupent un emploi illégal. Alors, aucune base de données n'existant, même à l'INSEE,
on ne peut se fonder que sur des extrapolations prenant notamment en compte le contrôle des entreprises. En 2010, sur 70 000 entreprises contrôlées, eh bien 5% utilisaient des étrangers sans titre de travail. Voilà, on a un petit peu quelques éléments à ce niveau-là. Quels sont les avantages? Eh bien, les avantages de la migration illégale se trouvent plutôt du côté de l'employeur. Employeur qui peut être intéressé par le statut d'illégalité d'un migrant, dans la mesure où le travailleur migrant se trouve dans une situation de forte dépendance qui le contraint à accepter une rémunération très basse et souvent en dessous du minimum légal. L'emploi d'un travailleur illégal offre aussi l'avantage de réduire les charges sociales et les coûts non salariés. Concernant l'État-providence, bien, vous avez par exemple, vous pouvez consulter cette note pratique du groupe d'information et de soutien des immigrés, dont le titre est parlant, sans papier, mais pas sans droit. Les ressources peuvent également provenir d'activités illicites, comme la prostitution, le travail forcé et les trafics en tout genre. Par exemple, face à la fermeture du marché du travail et aux restrictions d'entrée en Europe, les femmes nigériennes migrantes n'ont bien souvent qu'une alternative professionnelle, travail de service aux personnes ou travail du sexe. Pour certaines travailleuses du sexe, le remboursement de la dette se fera sur une période qui peut aller de 2 à 5 ans. Il est possible d'imaginer quels autres types d'activités illicites sont susceptibles d'être menées par les migrants asservis par la dette. Au total, un calcul coût-bénéfice de la migration qui est généralement favorable au départ. Pourquoi? Parce que, notamment, malgré les coûts, le calcul économique du migrant potentiel, dont l'horizon se situe souvent à très long terme, c'est-à-dire sur plusieurs générations, se révèle généralement favorable au départ. Ensuite, il est évident que le coût de la migration peut être amorti dans un avenir relativement proche en fonction de l'importance des revenus dégagés par le dispositif de l'État-providence et des activités. L'espérance de revenus croissant dans le temps, avec la régularisation, les changements dans la structure familiale, majorent les anticipations de mieux vivre dans le pays d'accueil. Même si certaines anticipations s'avèrent initialement surévaluées, l'Europe est un Eldorado et le départ représente un espoir de mieux-être matériel pour l'ensemble de la famille, tant pour la partie qui migre que pour celle qui reste au pays. Il est évident que les expériences d'autres pays en matière de migration doivent nourrir notre réflexion. C'est pour ça que je vais vous parler de l'exemple de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui est passée en quelques années d'un stade de havre de paix et de stabilité à celui d'une guerre civile sanglante et meurtrière. Pendant de nombreuses années suivant son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a été citée en exemple à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le miracle économique ivoirien a conduit le pays, grâce à une forte croissance économique, à intégrer la catégorie des pays à revenus intermédiaires selon la Banque mondiale.
On a parlé à l'époque de miracle économique, la Côte d'Ivoire avait décollé, etc. Ce miracle économique, c'est notamment fortement nourri d'une immigration massive, principalement originaire du Burkina Faso, immigration qui avait bien débuté pendant la période coloniale, et les Burkinabés, enfin pendant la période coloniale, le Burkina ne s'appelait pas le Burkina, c'était la Haute-Volta. Hein. Et donc, ces Burkinabés, cette immigration massive, s'est principalement dirigée vers le secteur agricole, et on lui doit notamment, je dirais, la forte croissance de la production ivoirienne de café, de cacao et de coton. Voilà. Et donc, pendant un certain nombre d'années, la Côte d'Ivoire a été présentée comme un pays où régnait la paix et la stabilité dans un continent caractérisé, l'Afrique, par de nombreuses turbulences. Et cette réussite, on peut l'attribuer à Félix Houphouët-Boigny, qui a été le premier président de la Côte d'Ivoire et qui a su, grâce au système de ce que je qualifie, c'est moi qui l'appelle ainsi, du clientélisme éclairé, il a su fédérer une soixantaine d'ethnies et assurer la cohabitation pacifique avec une proportion importante d'étrangers, environ 25% de la population et 40% à Abidjan, la capitale. Le clientélisme éclairé, c'était quoi? Eh bien, c'est un système clientéliste où, évidemment, le pouvoir entretient une clientèle politique pour asseoir sa légitimité, son pouvoir. Voilà. Eh bien, le système clientéliste ou fouettiste avait une régulation monopoliste du système, c'est-à-dire qu'il y avait un patron, c'était Houphouët-Boigny, qui avait le monopole du prélèvement et de la redistribution clientéliste de la rente. Alors comment fonctionnait le système? Tout d'abord, le système, il fallait qu'il soit financé. Il faut de l'argent pour arroser la clientèle. Eh bien, le financement, c'était la rente agricole. La rente du café et du cacao qui était prélevée par un organisme étatique, la caisse stable, la caisse de stabilisation et de soutien des prix des produits agricoles. Alors comment s'opérait le prélèvement? C'est que la caisse stable était un monopsone, c'est-à-dire un monopole d'achat. Cela veut dire que tous les planteurs étaient obligés de vendre leur production à la caisse de stabilisation qui leur garantissait un prix pendant toute la période de la récolte, n'est-ce pas, annuelle, et qui revendait ensuite le café et le cacao sur les marchés internationaux. Alors par exemple, pour le cacao, admettons que la caisse stable rachète 1 € le kilo de cacao au planteur et revende à 2 € le kilo ce même cacao sur les marchés internationaux. Le différentiel, 2 € moins 1 €, ça fait 1 € par kilo. Sur 1 million de tonnes, ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Et ça représente la rente du cacao. Même chose pour le café, et voilà. Et donc, cette rente était donc prélevée par l'État et redistribuée. Alors cette rente, elle servait aussi quand même à alimenter le budget de l'État, à faire des investissements, faut pas oublier. Et donc la redistribution aussi, c'était une redistribution clientéliste envers les populations, et la redistribution respectait les équilibres politiques,
géographique, politique selon les tendances politiques, géographique entre les différents, le nord, le sud étant plus riche que le nord, etc., et ethnique, n'est-ce pas? Ethnique parmi les 60 ethnies que j'ai déjà signalées. Voilà. Et donc, ce clientélisme éclairé a bien fonctionné globalement jusqu'au début des années 1980. On a eu paix, stabilité, etc., bonne entente entre les différentes composantes nationales, étrangères de la population, etc. Eh bien, jusqu'au début des années 80, le système a bien fonctionné, tant que le gâteau de la richesse nationale grandissait, tant que la croissance était importante et durable, et qu'il y avait donc relativement peu de tension pour le partage du gâteau. Le gâteau grandit sans cesse, et en fait, donc, on peut en distribuer plus ou moins à tout le monde. Mais le problème qui va se poser, c'est que la crise va survenir. Elle va survenir à partir du début des années 1980. Comment? Eh bien, elle va survenir avec la baisse des cours internationaux des matières premières, du café, du cacao, etc. Et cette baisse des cours va entraîner la baisse des recettes d'exportation. Cela va entraîner un très fort ralentissement de la croissance. Et comme on veut poursuivre le même système clientéliste, on veut continuer à investir, à avoir des dépenses de fonctionnement de l'État importantes, on veut distribuer de la rente, comme d'habitude, à tout le monde, sachant que la demande de ceux qui reçoivent la rente, elle aussi est en croissance. Et donc, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, l'État ne va pas pouvoir réduire comme ça son train de vie, et on va assister à une accumulation des déficits publics qui vont alimenter la dette tant interne qu'externe. Si bien que, en mai 1987, la Côte d'Ivoire suspend ses remboursements au titre de la dette extérieure. Voilà. L'heure est grave. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, le système oufouettiste, moribond, a pu être reconduit sous perfusion jusqu'au décès de Félix Houphouët-Boigny en 1993, décès suivi très rapidement par la dévaluation du franc CFA en janvier 1994. La dévaluation du franc CFA est un événement important pour tous les pays de la zone franc. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, l'ajustement structurel était, comment dirais-je, géré par la France. Cette zone franc était sous tutelle de la France. À partir de janvier 1994 et de la dévaluation du franc CFA, eh bien, la France accepte la co-tutelle sur son prix carré, la co-tutelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Voilà. Et donc, à partir de là, les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer parce que l'ajustement néolibéral, l'austérité, va être plus intense qu'auparavant. Sur le plan politique, Henri Konan Bédier succède à Félix Houphouët-Boigny. Il faut savoir que Félix Houphouët-Boigny était issu d'une ethnie du centre-sud de la Côte d'Ivoire, les Baoulés. Et Henri Konan Bédier, qui lui succède, est également un Baoulé. Et qu'est-ce qui se passe? Après l'arrivée de Konan Bédier au pouvoir, eh bien, le gâteau de la richesse nationale se réduit
fortement. Et donc, avec la crise, le gâteau de la richesse nationale se réduisant, eh bien, on ne va pas pouvoir continuer à en donner à tout le monde. Hein, les bénéficiaires, il va falloir réduire le nombre de bénéficiaires, sinon tout le monde n'aurait plus que des miettes si on distribuait à tout le monde. Et donc, avec la crise, Henri Conan Bédier durcit le régime et tente de fédérer les populations du Sud autour du thème de l'ivoirité, qui permet de réduire le nombre d'ayants droit à la rente aux Ivoiriennes de souche. Voilà. Hein. Donc le gâteau se réduit. En fait, les ayants droit, ce sont les Ivoiriennes de souche. Les autres n'ont pas droit à leur part du gâteau. Évidemment, cela va réveiller le sentiment xénophobe. Deux mots sur l'ivoirité. Une personne serait ivoirienne seulement si ses 4 grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. C'est ce fait-là qui a permis à Henri Conan Bédier d'écarter un temps son opposant Alassane Ouattara de la course à la présidence de la République. Mais cette ivoirité, ce volet politique de l'ivoirité qui avait été inscrit dans le code électoral, être né de père et de mère ivoirien, etc. Bien, eh bien, ce volet politique a connu une extension par le vote en 1998 de la loi foncière, qui, dans une de ses dispositions, exclut les non-ivoiriennes de la propriété foncière rurale et donc constitue le volet rural de l'ivoirité. Alors, un peu d'historique. Félix Houphouët-Boigny avait fait appel aux migrants du Nord, burkinabés principalement, maliens, etc. Et Houphouët disait ceci: la terre appartient à ceux qui la mettent en valeur. Voilà. Mais évidemment, il n'y avait pas eu de documents écrits à l'époque, etc. Et donc en 1998, voilà, la loi foncière est promulguée et elle exclut les non-ivoiriens de la propriété foncière rurale, ce qui n'arrange pas les choses concernant la stabilité du pays. L'épisode Bédier va se terminer en 1999 avec le coup d'État du général Robert Guéhi, qui avait des velléités de réformer un petit peu le système. Il s'était fait appeler le balayeur, qui venait un petit peu balayer pour lutter contre la corruption, mais bon, ça n'a pas été le cas puisque il a été assassiné. Puis il y a eu l'élection contestée de Laurent Gbagbo en 2000. Et que va faire Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, originaire d'une ethnie du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, les Bété, qui ont quelques problèmes relationnels avec les Baoulés depuis pas mal de temps. Gbagbo va reconduire le système du clientélisme appauvri, c'est-à-dire système clientéliste. Pourquoi appauvri? Parce que on n'a plus les moyens de faire fonctionner le système clientéliste comme le faisait Houphouët-Boigny. Il n'y a plus d'argent. Voilà. Eh bien, il va reconduire le système du clientélisme appauvri en changeant simplement les bénéficiaires, c'est-à-dire les BT. Les bénéficiaires principaux vont devenir les BT, c'est-à-dire son ethnie. Et bon, cette situation va déboucher sur la guerre civile. Étant la crise a généré des tensions, de la xénophobie, etc. Et cette situation va déboucher sur la guerre civile et la partition du pays à partir de 2002. L'exemple de la Côte d'Ivoire révèle bien la fragilité des équilibres politiques, économiques
et sociaux. On l'a vu en Côte d'Ivoire, lorsque le flux de la richesse se tarit, lorsque le gâteau se réduit, eh bien, des tensions apparaissent pour son partage, pouvant déboucher sur des conflits sanglants. Pour moi, le conflit en Côte d'Ivoire a une origine essentiellement économique. On m'a accusé un petit peu d'avoir cette vision économiciste, mais je la maintiens. Donc le conflit en Côte d'Ivoire a une origine essentiellement économique, c'est celle du partage de la rente. Dimension économique avant de prendre des dimensions ethniques et religieuses. La question qui se pose, pour moi, est la suivante. Pourquoi ce scénario ivoirien serait-il interdit ailleurs? En fait, la déferlante migratoire actuelle, causée par l'impérialisme de la finance internationale, assistée de ses valets politiciens bellicistes, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, représente une nouvelle opportunité de changement structurel favorable au capital. En effet, dans un contexte de crise économique et sociale durable, caractérisé par une croissance trop faible, voire nulle, et un chômage important, l'arrivée massive de migrants alimente l'armée de réserve, comme le disait Marx, engendrant dans une certaine mesure l'éviction des travailleurs en place et ou pesant sur les comptes sociaux. L'armée de réserve. Les migrants vont constituer un poids sur le marché du travail et grossir le flot des chômeurs, dont le nombre a déjà fortement grimpé depuis 2008. Le pays est encore trop enlisé dans la crise pour pouvoir intégrer de nouveaux venus sur le marché du travail, contrairement à l'Allemagne, qui présente une démographie en berne, dont un fort besoin de main-d'œuvre, et un taux de chômage au plancher. Tels sont les arguments de ceux qui redoutent l'arrivée de nouveaux migrants sur le sol français. Et de fait, le chômage touche plus les immigrés, 17% en 2013, que les natifs, 9% en 2013. On a 8 points de différence. Vous avez ici un graphique montrant le taux de chômage comparé entre 2004 et 2010. Taux de chômage entre, on voit bien le taux de chômage concernant les immigrés de l'espace économique européen, qui comprend l'Union européenne à 27, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, qui inclut également la Suisse, et vous avez les non-immigrés, donc vous avez les deux courbes sur le bas qui sont quasiment confondues, celle des non-immigrés en rouge, en bleu vous avez celle des immigrés de l'espace économique européen, qui entre 2004 et 2006 oscille entre 7 et 9%, et au-dessus, vous avez la courbe des immigrés en provenance de pays tiers, qui oscille entre 21 et autour de 20% globalement. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la différence de taux de chômage entre les différents types de population. On va assister peut-être à un effet d'éviction aussi, avec l'arrivée en masse de migrants, un effet d'éviction des travailleurs autochtones. Le point le plus délicat, ici je cite Georges Tapinos, le point le plus délicat concerne les effets de la migration illégale
sur les travailleurs les plus défavorisés de la société. L'existence d'un salaire minimum, par exemple le SMIC, ou d'autres formes de revenus garantis, le RSA par exemple, peut constituer une incitation à la migration illégale. L'augmentation du salaire de réserve des nationaux a pour effet également d'accroître pour les employeurs le rendement de l'immigration illégale. Si on augmente le SMIC par exemple, eh bien l'incitation pour les employeurs à engager des immigrés avec des immigrés en situation illégale, à un taux inférieur, eh bien l'incitation s'accroît. Donc on aura un effet d'éviction possible. Cet effet d'éviction affecte les travailleurs aux salaires les plus bas, qu'ils soient des immigrés en situation régulière ou des nationaux, et contribue à remettre en cause les avantages acquis. Les avantages qu'ils ont acquis, ainsi qu'à menacer la sécurité de leur emploi. En particulier, lorsque le taux de chômage est élevé, ce qui est le cas depuis plusieurs années en France. On risque d'avoir également un impact sur les comptes sociaux. Je cite là un article de La Croix. Les immigrés venant d'un pays non membre de l'Union européenne font plus fréquemment appel aux prestations sociales que les Français natifs. D'après l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, ils sont 1,4 fois plus nombreux à toucher des allocations de chômage, 1,5 fois plus dépendants des aides au logement et 1,3 fois plus à recourir aux allocations familiales. Et donc, dans un contexte où un PIB par tête qui décroît, des dépenses sociales rapportées au PIB qui augmentent de 28 à 33% du PIB entre 2008 et 2014, et l'arrivée d'une population plus consommatrice que la moyenne, eh bien, on va certainement assister à une hausse des dépenses sociales, donc un impact négatif sur les comptes sociaux. L'impact négatif sur les comptes sociaux pourrait aboutir à la casse du modèle social. Une casse qui est l'objectif, semble-t-il, depuis longtemps, de la classe politique au service du capital. À ce propos, je vous livre les propos justement du patron d'Airbus, Tom Enders, qui estime que pour mieux intégrer les 800 000 migrants attendus en Allemagne cette année, il faut déréglementer davantage le marché du travail afin de créer plus d'emplois faiblement rémunérés qui aideraient les réfugiés à trouver du travail et à mieux s'intégrer dans la société. Donc, il faut peut-être brûler le code du travail, n'est-ce pas, il faut abandonner le SMIC, etc., d'après M. Enders, pour justement créer plus d'emplois faiblement rémunérés, ce qui permettra aux entreprises d'augmenter leurs profits, évidemment. Et Enders poursuit, si la barrière à l'entrée sur le marché du travail est trop élevée, l'intégration des immigrants échouera. Donc, un haro sur le SMIC, par exemple. Et il conclut ceci, il vaut mieux entrer sur le marché du travail avec un mini-job ou un emploi mal payé que d'être condamné à l'assistanat, à l'inactivité et à la frustration. Alors, vive les mini-jobs et les emplois mal payés. Merci, monsieur Tom Enders. Dans ces conditions, on peut dire que l'ajustement vers le bas, voulu par le capital, c'est-à-dire la paupérisation de la majorité, de l'immense majorité de la population, pourra s'opérer, avec notamment
la baisse des revenus, baisse du salaire direct et indirect, c'est-à-dire salaire indirect de l'État-providence, en fait, c'est ça, des retraites aussi, donc baisse des revenus, paupérisation, et également ce qui est visé, cet ajustement par le bas, implique pour le capital l'implosion du système de protection sociale qui représente un coût inadmissible pour le capital. Et cette implosion sera justifiée par son coût devenu insoutenable. Donc la baisse des coûts, la baisse des salaires, le démantèlement de la protection sociale, cet ajustement vers le bas permettra, par la diminution des coûts, de rehausser à nouveau les profits. Et donc, après la libre circulation des biens et des capitaux que nous vivons, la libre circulation des hommes apparaît comme un élément de la nouvelle stratégie du capitalisme financiarisé pour imposer à son profit la loi du marché. Et donc cette loi du marché, elle est aussi respectée par, nous allons le voir, les flux migratoires. La mondialisation néolibérale réalise à l'échelle planétaire l'extension du marché qui met en concurrence les territoires et les hommes et les femmes évidemment qui les habitent. Ainsi, à travers la délocalisation géographique de leurs activités, les entreprises multinationales migrent vers les zones à profit maximal, les zones où elles peuvent faire le plus d'argent, c'est-à-dire vers les zones à niveau de salaire et de protection sociale minimaux, n'est-ce pas? À la limite, les pays où il y a des esclaves, c'est beau. Et donc dans ce cas, la loi du marché favorise l'offre des espaces les moins bien-disants dans les domaines économiques, social, fiscal, réglementaire, etc. La demande est représentée par les multinationales et l'offre par les espaces, les pays, etc., les moins bien-disants. À l'instar des multinationales, les mouvements migratoires se dirigent vers les territoires où ils peuvent bénéficier d'un maximum d'avantages, comme les multinationales, dans un autre sens. Ces mouvements migratoires visent les espaces les mieux-disants pour les migrants dans les domaines économiques, social, réglementaires. En définitive, la migration à caractère économique respecte la loi du marché, celle de l'offre et de la demande. La demande de migration privilégie l'offre la plus attrayante, comme la demande de délocalisation privilégie l'offre la plus attrayante. À l'équilibre, donc, les flux se tariront lorsque les incitations s'annuleront. Ça veut dire que lorsque les multinationales ne seront plus incitées à délocaliser, elles ne délocaliseront plus. Lorsque les migrants économiques ne seront plus incités à migrer, eh bien, ils ne migreront plus. Et cela se produira lorsque le coût des facteurs de production s'égalisera vers le bas sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire lorsque l'immense majorité de la population de la planète sera paupérisée. Et donc, cela se produira lorsque la planète sera tiers-mondialisée. À l'équilibre, nous aurons la tiers-mondialisation de la planète. La tiers-mondialisation
de la planète est voulu par le capitalisme financiarisé. Et donc, nous avons tous le même ennemi. Les migrants, comme les autres, ont le même ennemi. C'est la finance. C'est le capitalisme financiarisé. Ce sont les 1%. Et leur stratégie est simple. Diviser et opposer pour imposer. La tiers-mondialisation de la planète, qui est la stratégie donc du capital, je l'ai envisagée dans cet ouvrage, La tiers-mondialisation de la planète. Voilà quelques éléments bibliographiques et je vous remercie.